Foucault, quant à lui, va fonder sa démonstration sur du matériel purement terrestre. Créera-t-il donc cette première preuve interne? En fait, ce qu'il se propose de mettre en place, c'est tout simplement la première expérience qui permet de matérialiser, de faire visualiser ce mouvement rotatif de la planète sur elle-même, et ce, en quelque sorte, sans avoir besoin d'aller coller son nez vers les étoiles. Alors, ces premières tentatives, il va les réaliser chez lui, dans la cave de son hôtel particulier à Paris, rue d'Assas. Et c'est dans la nuit du 5 au 8 janvier, ça fait une très longue nuit, pardon, excusez-moi, du 7 au 8 janvier, eh bien qu'il obtient ses premiers résultats probants. Alors il en fit immédiatement part à François Arago, qui est à l'époque à la fois le président de l'Observatoire de Paris et le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Et grâce à ce soutien, le 3 février, Foucault put redévelopper cette démonstration à l'Observatoire face aux académiciens et un invité de prestige, le président de la République, le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Alors il se trouve d'une part que le futur Napoléon III porte un très vif intérêt aux sciences, et d'autre part, il vient de décider de laïciser de nouveau l'église Sainte-Geneviève de Paris, le Panthéon. Et il se dit donc que pour accompagner l'événement, une expérience qui montre que la Terre tourne sur elle-même, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Donc il va débloquer les fonds qui permettront à Léon Foucault et au mécanicien Gustave Froment de construire le pendule qui oscille à partir du 31 mars 1851 sous cette voûte du Panthéon. Un pendule de 28 kg suspendu à un câble de 67 mètres de long. Et en l'occurrence, c'est le pendule qui se trouve dans cette vitrine. À titre de comparaison, le pendule qui oscille devant vous et qui date de la fin du 19e siècle, eh bien, dispose d'une masse de 19 kg et le point d'ancrage là-haut se situe à 17 mètres. Donc je disais un câble de 17 mètres, ce qui revient à un mètre près, 4 fois moins que sous la voûte du Panthéon. Et cette longueur de câble est essentielle puisqu'elle va déterminer la période d'oscillation du pendule. Donc je vous disais 17 mètres de câble, soit 4 fois moins, un mètre près que sous la voûte du Panthéon. Et cette longueur de câble est essentielle puisqu'elle va déterminer la période d'oscillation du pendule, c'est-à-dire le temps qu'il mettra pour effectuer un aller-retour. Et cette période est constante, ce qui revient à dire que ce pendule, armé qu'il est de ces 17 mètres de câble, qu'il parcourt lors de cet aller-retour 3, 2 ou 1 mètre, il tendra à effectuer ces différents trajets dans le même laps de temps, en l'occurrence environ 8 secondes. Et je précise que pour 17 mètres de câble, que nous ayons un pendule de 5, 10, 15 ou 40 kg, ce temps d'aller-retour demeure identique. La masse du pendule n'intervient pas dans la période, le temps d'aller-retour n'étant déterminé que par la longueur du câble. Donc avec les 67 mètres de la voûte du Panthéon, il ne pouvait advenir qu'une seule chose, ce temps d'aller-retour augmente, 16 secondes et demie. Ce qui par ailleurs va représenter un très précieux avantage pour Foucault, puisque pour bien matérialiser les résultats de son expérience, eh bien, il avait à l'époque répandu une fine bande de sable humide sur tout le pourtour de son socle. Et la base inférieure de son pendule, quant à elle, était équipée d'une fine aiguille métallique qui, à chacun de ses passages dans la bande de sable, il laissait un léger sillon. Si nous retenions 2 allers-retours du pendule accroché au Panthéon, 16,5 x 2, 33 secondes, et qu'au bout de cette demi-minute, nous ne tenions compte que de la première et dernière trace laissée par l'aiguille dans le sable, eh bien nous pourrions déjà mesurer entre elles un écart d'environ 3 mm. Et c'est à partir de ces 3 mm que Foucault put montrer que la Terre tournait sur elle-même. Alors à l'évidence, comment? Eh bien pour cela, il nous faut tenir compte d'une autre propriété du pendule. Son plan d'oscillation tend à demeurer fixe. Ce pendule va essayer d'osciller dans une seule et même direction. Or, la façon la plus commune qui soit de matérialiser une direction constante, c'est de la comparer à un point de repère fixe. Eh bien, c'est ce que nous allons imaginer faire. Mais au préalable, 2 petites précisions. La première, c'est que ce point de repère fixe n'est absolument pas nécessaire à l'expérience. Il s'agira juste d'un argument illustratif. D'autre part, si nous décidons tout de même de le poser, ce point, eh bien, il ne peut pas être terrestre. La Terre continuant de tourner sur elle-même, vous conviendrez que pour garantir l'immobilité d'un point, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc il s'agira d'un point de repère extraterrestre, d'un référentiel spatial. Vous allez imaginer que j'ai lâché ce pendule de Foucault en direction d'une étoile et que le temps qui reste à cette démonstration, eh bien ce pendule va essayer de conserver un seul et même plan, une seule et même direction d'oscillation par rapport à cet astre. Bon, et alors? Eh bien, tout comme vous, ce pendule est accroché, est en contact avec la Terre. Donc, tout comme vous, il continue bel et bien de tourner en même temps que la planète sur elle-même. Là, voilà la contradiction apparente, parce que dès lors, comment poser qu'un pendule qui continue bel et bien de tourner en même temps que la Terre sur elle-même puisse simultanément tenter de conserver ce plan d'oscillation fixe par rapport à notre étoile. Alors, pour commencer de répondre à la question, nous allons passer par un tout autre instrument, une simple boussole. Alors pourquoi faire cette analogie? Eh bien tout simplement parce que Foucault en fit de même. Était-il considéré à son époque comme l'un des meilleurs fabricants de
de télescope. Et il a ainsi tenté d'utiliser le plan d'oscillation fixe d'un de ces 5 pendules pour orienter ces télescopes. Vous voyez que d'une certaine façon, il va transformer son pendule en une espèce de boussole astronomique. Bon, si l'aiguille d'une boussole indique toujours le nord, je ne vous l'apprends pas, c'est que nous l'avons en partie aimantée, que nous lui avons donné en quelque sorte une force qui lui est propre. Et puis imaginez cette boussole dans le creux de ma main, je positionne son aiguille sur le N de nord et je fais un quart de tour. Que je sache, ma main, la boussole, l'aiguille ont bel et bien tourné en même temps que moi, cependant que la direction qu'indique cette aiguille demeure toujours et encore le nord. 1, parce qu'elle est en partie aimantée, 2, parce qu'elle repose sur un axe unique articulé. Et bien d'une certaine façon, il va en être de même pour un pendule de Foucault, en ce sens que, tout comme l'aiguille de la boussole, j'ai donné à ce pendule une force qui va s'exprimer devant vous au travers de ces allers-retours du déplacement de sa masse. Il développe et entretient ce qu'on appellera une inertie. Alors l'exemple le plus commun de l'inertie, vous savez, c'est la roue arrière de votre bicyclette. Vous pédalez, vous arrêtez de pédaler, et bien si vous ne freinez pas, cette roue continue de tourner sur elle-même pendant un certain laps de temps nécessaire pour consommer, dissiper l'énergie que vous y avez accumulée en pédalant. Et bien ici, l'inertie du pendule, elle, va s'exprimer en 2 temps. Un temps d'accélération plus un temps de ralentissement et inversement. Alors plus clairement, si je trace le dessin de l'aller-retour du pendule, puisque j'ai un point d'ancrage là-haut, forcément ce que j'obtiens, c'est une courbe. Donc je positionne le pendule à son point de départ, je le lâche, il descend, il accélère, il emmagasine de l'élan, de l'inertie, qui lui permet de remonter sur une certaine distance, le versant opposé, et arrivant au bout de course, il inversera son mouvement. En fait, ce pendule agit à peu près de la même manière que vous le feriez si vous étiez installé sur une balançoire. Or, une balançoire, si de temps à autre on ne vous pousse pas dans le dos, vous finiriez par vous arrêter. Donc c'est bel et bien ce qui va advenir à ce pendule, ce temps qui s'écoule entre le moment où je le lâche et le moment où il tend à retrouver son immobilité, c'est sa phase d'amortissement. Alors ici même, avec mes 17 mètres de câble et mes 19 kg, je puis espérer une 50aine de minutes d'expérience. Sous la voûte du Panthéon, 67 mètres de câble et 28 kg, on pouvait espérer dépasser les 2 heures tout de même. Alors qu'est-ce qui finit par stopper le pendule? On pense au frottement de l'air. Leur influence est plus que négligeable par rapport aux frottements qui ont l'incidence la plus rapide sur l'amplitude d'aller-retour du pendule, et très logiquement ces frottements sont là-haut. C'est la zone de contact entre le câble et le système d'ancrage. C'est quasiment là que tout se joue en fait. Alors ici, comme on n'a pas envie de revenir toutes les 35-40 minutes relancer le pendule, on va tricher, mais on va le faire façon Foucault en fait. Il se trouve que le pendule, la boule grise qui se trouve dans cette vitrine, eh bien, est l'un des 5 modèles construits par Foucault. Et il le fut pour des démonstrations publiques au cours de l'exposition universelle de Paris de 1855. Un pendule tout comme ici d'une masse de 19 kg, mais il était accroché à un câble de simplement 11 mètres de long. Donc pour ne pas avoir à le relancer régulièrement, que fait Foucault? Eh bien, il va mettre au point un système qui permettra de prolonger la durée. Un système d'entretien, un dispositif électromagnétique. Alors il se trouve qu'il y en a une copie au cœur de ce cylindre, évidemment copie très largement améliorée depuis le milieu du 19e siècle. Et ce système va se fonder sur 2 éléments. Le premier, c'est que la grosse aiguille qui se trouve désormais sous le pendule est un puissant aimant. 2, rappelez-vous la constance de la période. Quelle que soit la distance que parcourt le pendule ici même, il mettra environ 8 secondes. Donc autant 0 il est là, autant 2 il est là, autant 4 il est là, autant 6 il est revenu à son point de départ. La courbe que réalise le pendule au cours de son aller-retour. Quand le pendule descend la courbe, le système électromagnétique est enclenché. Ça va envoyer des petites impulsions qui vont très légèrement attirer la grosse aiguille aimantée du pendule. Mais il va descendre un poil plus vite, et descendant un poil plus vite, il accumule un tout petit peu plus d'élan, un tout petit peu plus d'inertie. Et au moment même où ce pendule atteint sa verticalité, qui passe au centre du dispositif, ça va le couper. Et ça va le couper pendant 2 secondes, c'est-à-dire les 2 secondes nécessaires au pendule pour remonter la pente. Et au moment même où il va inverser son mouvement, automatiquement, le système se remet en mode de fonctionnement. Et là, nous sommes loin d'avoir une influence négligeable, puisque nous passerons de quelques 50 minutes d'expérience à quelque chose qui peut dépasser les 4 heures. On en revient à une balançoire. Imaginons que je dispose de l'une d'entre elles. Je la positionne à son point de départ vers la même étoile que le pendule de Foucault. Je la lâche, elle oscille, elle développe et entretient sa propre inertie. Cependant, très rapidement, nous pourrions constater que le plan d'oscillation de la balançoire aurait varié par rapport à notre étoile. Et finalement, cette différence de comportement entre le plan du pendule et celui de la balançoire pourrait se résumer ainsi, 2 et 1. En règle générale, une balançoire a 2 cordes, 2 axes de contact avec la Terre. Ici, un seul câble, alors pourquoi j'irais m'encombrer de plus d'un axe de contact? Imaginez
que la grosse machine à vapeur bleue qui est devant moi, c'est notre étoile. Si je lâche le pendule dans sa direction et que je le soumette à un mouvement rotatif, on remarque bel et bien que le plan d'oscillation tend à demeurer constant. Tout le monde l'a vu? Vous voyez que finalement, sommes-nous placés devant l'opposition de deux mouvements. Ce plan d'oscillation qui tente de demeurer identique, et la Terre fait ce qu'elle a à faire, elle tourne sur elle-même. Si bien que si je laisse s'écouler un certain laps de temps et que j'ai pris soin d'établir un système de repérage, de cette opposition naîtra un décalage. Rappelez-vous les traces dans le sable sous la voûte du Panthéon, remplacées ici par la chute de ces quilles. Désormais, pour expliquer leur chute, on peut émettre deux hypothèses. La première, c'est le pendule qui est allé vers les quilles. Bon, ce à quoi normalement vous devriez me répondre non, parce que ça fait quand même bien 5 minutes que j'essaye de vous persuader que ce plan d'oscillation essaye de demeurer le même. Dernière solution, ce sont bel et bien les quilles qui ont glissé, coulissé vers cet axe d'oscillation. Et si ces quilles se sont déplacées, c'est tout bonnement parce que la table, vous-même, l'église, Paris, avait continué de tourner en même temps que la Terre sur elle-même. Je vous souhaite une bonne fin de visite et un bon début de soirée. Au revoir.